Avant de commencer ma communication, j'aimerais donc citer un passage du roman de René Maran, Un homme pareil aux autres. Je le cite. Ah, ces larmes d'enfant qui n'a personne pour les consoler, il n'oubliera jamais qu'on l'a mis de bonne heure à l'apprentissage de la solitude. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Et ensuite la diapositive suivante. Merci. Donc dans cette communication, j'entends aborder l'articulation entre malaise social et malaise individuel, autrement dit entre lien social et lien subjectif, tels qu'ils sont définis dans l'approche psychanalytique, à la lumière du destin mélancolique du sujet dans sa relation à l'objet et à l'autre. Cette problématique nous ramène à la question des liens primaires d'identification et de choix d'objets qui sont essentiels pour la construction subjective, puis à ce que dans le lien social permet ou non au sujet de renouveler et de réarticuler la relation à l'objet et à l'autre. Il est question ici de fonction symbolique de l'autre dans sa double dimension parentale et politique. Que se passe-t-il quand cet autre est mis à mal par le politique et le social? Avant que la mélancolie devienne une catégorie psychiatrique, elle a été traitée dans l'Antiquité par les philosophes comme Aristote et les arts. Et je pense au Soleil noir de la mélancolie de Gérard de Nerval dans son poème El Desdichado, mais aussi à la gravure de Dürer en 1514 sur la mélancolie dans une représentation allégorique. Giorgio Agamben, dans Stanza, analyse la mélancolie comme une condition générale et constitutive de l'humanité, car l'être humain n'a pas de fondement naturel pour se poser en tant que sujet et passe sa vie à être en quête de l'objet, vécu comme perdu, mais en réalité, cet objet n'a jamais été possédé. C'est pourquoi l'être humain ne cesse de fabriquer des objets. Alors, d'un point de vue psychanalytique, la mélancolie est considérée comme un état affectif avec une dynamique psychique propre. Il ne s'agit pas d'une structure, c'est une dynamique psychique concernant un état affectif, qui est spécifique dans la mesure où exprime un deuil impossible de l'autre et en arrière-plan plus précisément de l'objet primaire fondateur. La mélancolie nous permet ainsi de penser la question de la relation essentielle mais complexe du sujet à l'autre, question qui est universelle et qui n'est pas spécifique aux personnes qui souffrent de mélancolie. Quant à cette relation entre le sujet et l'autre, je souhaite aborder particulièrement la question des enjeux de la séparation et de l'hostilité pour la construction du sujet dans la relation à l'autre et dans le lien social. La situation clinique, que je vais présenter plus tard si j'ai le temps, avec un homme hospitalisé ayant reçu un diagnostic psychiatrique de dépression majeure et d'alcoolisme, me permettra de retracer, par les rencontres que j'ai eues par la suite avec lui, l'organisation de son malaise psychique autour des situations familiales et sociales vécues en Colombie. Alors, nous pouvons passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. L'être humain est d'abord un infans, parlé avant d'être parlé, marqué par son impuissance originelle et sa vulnérabilité constitutive. Bien que actif, très actif même, le bébé vit des situations de détresse que Freud appelait la Hilflosigkeit et a besoin d'un autre, un semblable protecteur qu'il appelait le Nebenmensch, un semblable à côté, qui lui apporte de soins physiques et affectifs pour survivre et se construire psychiquement en tant que sujet.
La relation à l'autre, garante du langage et du désir, ouvre le sujet à l'altérité et la structure, mais cette relation est aussi source de malaise inévitable par le conflit et l'ambivalence affective que cette relation introduit. Car l'autre est lui aussi mis en tension par ses propres pulsions et adresse son désir au sujet. Mais cette relation à l'autre s'inscrit dans un lien social plus large, qui est structuré par des coordonnées symboliques, qui est supposé soutenir et réguler cette relation appelée souvent intersubjective. Or, différentes situations sociales, économiques et politiques mettent à mal les coordonnées qui structurent la relation entre le sujet et l'autre en exacerbant les effets et les conflits psychiques et relationnels. Maintenant, concernant la séparation. La séparation est un processus précoce et fondateur de la construction subjective si on la considère d'un point de vue clinique, non pas comme une rupture, mais comme une réarticulation de la relation à l'autre et du lien social. La séparation est fondamentale pour accéder à l'ambivalence des sentiments, faire place à l'amour et à la haine, ou du moins à l'hostilité, pour les vivre de manière plus apaisée peut-être, pour tolérer les déceptions inévitables de la relation et aménager le conflit. Or, le bébé a besoin de pouvoir éprouver l'agressivité vitale qu'il projette vers l'extérieur pour pouvoir se séparer de l'autre, à condition que ce mouvement agressif de séparation ne soit pas dévastateur et que l'autre qui accueille cette agressivité survive à cette agressivité et permette au bébé de survivre. Pour exister, le sujet doit se détacher de l'autre en le repoussant psychiquement mais aussi physiquement, comme les bébés savent le faire dans certaines situations. Et l'hostilité nécessaire pour cela est inversement proportionnelle aux conditions que l'autre lui a données de se séparer, en introduisant lui-même cette séparation de manière symbolique et tolérable. Cette séparation est un arrachement psychique qui est oublié après, si tout se passe à peu près bien. La valeur que cette expérience précoce de destruction peut alors acquérir dépend des difficultés qui surgissent dans l'histoire de la relation du sujet à l'autre et qui marquent le destin de l'agressivité, de la haine et de la violence. Freud a révélé la place centrale de la haine et de l'hostilité dans la vie inconsciente du sujet. Selon lui, la haine serait plus ancienne que l'amour, phrase qui mériterait d'être développée. Mélanie Klein a travaillé sur les angoisses et les fantasmes archaïques de dévoration, de mort et d'inceste, et sur les attaques projectives du sujet dans la relation à la mère. Jacques Lacan a permis de comprendre comment, dans l'expérience du miroir, la relation avec l'autre en tant que semblable, identifiée comme image, est vécue par le sujet dans la rivalité et marquée par l'hostilité et par la menace corrélative au processus d'identification. Donald Winnicott a analysé la fonction centrale de la pulsion de destruction dans les premières étapes de la séparation entre le sujet et l'objet et leur construction respective. Toutefois, mon travail clinique auprès d'adolescentes hospitalisées pour une anorexie mentale m'a révélé la force dévastatrice que peut acquérir l'hostilité chez les sujets marqués par sa vulnérabilité constitutive. L'agressivité précoce dont parle Winnicott dans l'utilisation de l'objet en 1969 est réactivée dans l'anorexie à l'adolescence. La puberté avec les mouvements pulsionnels intenses et la redéfinition génitale du désir réactive les angoisses et les fantasmes de dévoration et d'inceste et de meurtre liés à la relation à l'autre. Dévorer, être dévoré par l'objet. L'hostilité envers l'autre maternel est proportionnelle à la difficulté de s'en séparer et aux angoisses éprouvées. C'est que mes collègues hier ont indiqué dans ce lien entre détresse, angoisse et agressivité. Cependant, cette hostilité suscite un mouvement
de culpabilité et l'angoisse de la perte d'amour. Et cette agressivité et donc tout affect peuvent être vécus comme menaçants, et pour ne pas détruire réellement l'autre, le sujet se détruit lui-même en détruisant son corps et l'objet qu'il porte en lui. L'anorexie entretient un rapport avec la mélancolie par l'impossibilité de perdre l'objet sans s'autodétruire. Nous pouvons passer à la diapositive suivante. Alors, la problématique de la mélancolie du sujet nous ramène au problème précoce de séparation parce que l'hostilité devient autodestructrice dans la mesure où elle n'a pas pu s'adresser à l'autre qui n'a pas pu la reconnaître, n'était pas en condition de le reconnaître, l'interpréter et y répondre sans représailles. Cet autre a été trop longtemps absent ou imprévisible, excessif, devient synonyme d'exigence sans tendresse, persécuteur, dévorateur, vampirique. La mélancolie s'articule autour d'une impossibilité de deuil face à une perte intolérable. Le sujet est prisonnier d'un appel nostalgique de cet autre, d'un autre archaïque, puisque psychiquement ancré dans les premiers temps de la vie psychique. Et cet autre est fortement idéalisé. L'idéalisation de l'autre est une défense contre la propre agressivité du sujet, aussi, à son tour. Il est idéalisé parce que cet objet est haï, ou du moins il est objet d'agressivité, sans que le sujet puisse admettre cette chaîne de haine, car le haïr serait se haïr soi-même, l'expulser serait mourir soi-même, le détruire serait se détruire soi-même. Dans la mélancolie, les autoreproches masquent des reproches que le sujet ne peut pas adresser à l'autre sous peine de punition. Ainsi, l'évitement des relations avec les pairs et l'isolement social et ce désinvestissement du monde externe cachent un désir de rencontre mortifère avec l'autre idéalisé. C'est dans cette dynamique que les idées suicidaires prennent forme. Mais comment se séparer alors pour vivre et survivre psychiquement quand cet autre ne peut pas être vécu comme fiable? Diapositive suivante. Je reprends ici l'hypothèse de l'articulation étroite entre construction subjective et construction sociale, et je me réfère à Frantz Fanon dans la démarche qu'il a proposée, dans cette mise en tension nécessaire entre une psychanalyse de représentation et des affects impliquée dans l'aliénation psychique et le sociodiagnostic, comme il l'appelait, des réalités économiques et sociales qui produisent l'aliénation psychique. Ce sont les autres autour qui permettent au sujet ou non de se structurer, mais ces autres peuvent être mis à mal dans leur fonction symbolique par l'ordre social. Par exemple, la violence des conflits, la répression, la persécution, la discrimination, l'exploitation économique attaquent les liens sociaux et font le lit du drame qui ébranle la Colombie. Paula Herrera a évoqué cela rapidement hier, il me semble. Hier. Alors, ce drame colombien qui n'en finit pas m'oblige à revenir à mes notes cliniques de mes consultations thérapeutiques avec des patients de l'hôpital psychiatrique de Cali il y a 15 ans. Ces rencontres ont été inaugurales pour moi dans ma formation clinique, pour ma compréhension du malaise dans la culture et sa structuration en symptômes subjectifs et sociaux dévastateurs. Les paroles de ces patients, hommes, femmes, adolescents et adultes, me reviennent à la mémoire, et régulièrement. Des paroles si peu écoutées, malgré le fait qu'ils relèvent non seulement des conflits individuels et des affections de chaque sujet, mais ils nous montrent également les constellations familiales et les symptômes d'une société qui les ont engendrés. Les histoires de vie brisées de ces patients
résonne aujourd'hui avec les histoires des patients migrants avec lesquels je travaille à Paris. Des enfants nés de parents malmenés au cours des parcours migratoires et très difficiles, parfois innommables, aussi des jeunes qui ont quitté le domicile familial à un très jeune âge, non seulement par un désir légitime de faire leur vie et de chercher un avenir supposé meilleur, mais fuyant des situations familiales dans lesquelles les autres, pères, mères, beaux-pères, belles-mères et autres, socialement humiliés, économiquement exploités et abandonnés par l'État, abandonnent ou soumettent à leur tour. La diapositive suivante. Je souhaite parler aujourd'hui d'un patient que j'appellerai Juan Carlos. À l'âge de presque 50 ans, cet homme a été hospitalisé avec un diagnostic de dépression majeure et d'alcoolisme, comme je vous avais dit. Et au moment de son hospitalisation, il exprimait une profonde tristesse, des pleurs fréquents, des insomnies, des difficultés de concentration, un isolement social, une jalousie à l'égard de sa compagne et une relation conflictuelle avec ses collègues de travail, avec des pensées suicidaires et des pensées d'agression contre autrui. Sa consommation d'alcool depuis l'âge de 18 ans et sa longue histoire d'impulsivité, d'irritabilité et de dépression s'étaient intensifiées au cours des derniers mois précédant son hospitalisation. Alors je l'ai rencontré après son hospitalisation. Après son hospitalisation, lors des consultations qu'il payait lui-même, cet homme parlait de sa vie d'un ton triste, sa voix était basse, sa tête reposait sur sa main, son coude sur la table et une moue d'amertume quittait rarement sa bouche. Il disait que son état rendait son fils adolescent malade. Ainsi, le malaise se transmettait d'une génération à l'autre, affectant profondément les possibilités de filiation. Comment le malaise psychique de ce patient s'est-il organisé autour des situations sociales vécues? Je ne prétends pas dire la vérité sur lui, mais restituer néanmoins quelques éléments qu'il a exprimés lui-même dans la rencontre avec moi. Juan Carlos avait du mal à subvenir aux besoins de sa compagne et de son fils, de ses 4 enfants issus d'un premier mariage et de sa mère. Il gagnait peu et était mortifié d'apprendre que sa mère, âgée de plus de 70 ans, se couchait parfois en ne buvant qu'une panela, de l'eau édulcorée avec de la mélasse de canne à sucre. Voilà. Il m'a dit qu'il avait toujours eu la vie dure. Il a commencé à travailler vers l'âge de 14 ans lorsque, après avoir terminé sa 3e année de collège, il a quitté l'école pour aller travailler. Sa situation professionnelle était difficile dans l'entreprise où il avait travaillé pendant près de 20 ans, dans des métiers, je cite, divers, manipulant des produits chimiques et travaillant dans des salles à machines à des températures élevées. 10 ans auparavant, il a été victime d'un accident. Alors qu'il se rendait à l'entreprise en bus, une pierre est tombée par la fenêtre et l'a blessé à l'œil. Au service médical où il a été soigné, on l'a traité rapidement et on l'a expédié rapidement plutôt, et on lui a simplement dit de se reposer pendant plusieurs jours et il n'a pas respecté le repos prescrit. Finalement, il est devenu aveugle de cet œil. L'entreprise n'a pas voulu lui faire passer un examen médical pour définir sa situation professionnelle et la possibilité de demander une pension d'invalidité. Juan Carlos m'a dit qu'il voulait qu'il démissionne, c'est-à-dire l'entreprise voulait qu'il démissionne, et je le cite, « parce que vous êtes arrivé au travail en bonne santé et que maintenant vous êtes malade ». Je ferme la citation. Un ingénieur contre lequel il était très en colère lui a dit que, je le cite, « nous n'avons pas besoin de malades ici ». Juan Carlos n'a cependant pas voulu démissionner et a continué à travailler dans l'entreprise, même s'il ne se sentait pas bien et isolé de ses collègues de travail, car il avait l'impression qu'ils se moquaient de lui et le traitaient avec mépris par des commentaires tels que, je le cite, «
ne l'embête pas, il va te faire passer un seul quart d'heure. Il est cinglé. Dans ces moments-là, il dit avoir eu envie de les prendre et les mordre. Ainsi, pendant les heures de repos, il préférait rester seul. Diapositive suivante. Sa vie dans un quartier difficile et dangereux accentuait et donnait réalité à ses idées persécutrices, dans lesquelles l'autre constituait une menace angoissante d'intrusion et de mort. Lors de ces crises d'angoisse nocturne, il pouvait dormir très peu de peur que quelqu'un entre dans sa chambre et le tue. Il pouvait se coucher qu'après avoir vérifié que toutes les fenêtres et les portes étaient bien fermées. Au moindre bruit, il se réveillait en cherchant la machette, comme il disait, sans pouvoir se rendormir. J'essaierai de montrer que cette peur de l'autre menaçant était aussi, pas seulement, mais aussi l'envers de son agressivité, de son désir de destruction de l'autre et de lui-même, pour mettre fin aux tensions qui l'envahissaient. D'une part, il pensait à se tuer. Il m'a dit, parfois je pense à acheter un revolver. Une fois j'étais dans un immeuble et j'ai pensé à me jeter du 5e étage. D'autre part, il avait envie de tuer ceux qui l'avaient maltraité, en particulier l'ingénieur de l'entreprise qui l'avait traité de manière si humiliante. Il a également admis qu'il buvait beaucoup et qu'il aimait écouter la musique de Darío Gómez, chanteur célèbre de musique de dépit, qu'en espagnol on appelle despecho. Il m'a dit, je le cite, « On boit la solitude, uno toma la soledad ». À ce moment-là, il agressait physiquement sa femme et donnait des coups de poing dans les murs. Nous allons passer à la diapositive suivante. Maintenant, concernant les liens entre angoisse et agressivité. Cet homme avait été malmené dans son enfance. Sa mère souffrait de troubles psychiques et avait été hospitalisée à 2 reprises, la première fois après la mort de la grand-mère de Juan Carlos. Je le cite, « Elle était folle », disait-il. « Elle était agressive. » Avant la naissance de Juan Carlos, sa mère avait déjà eu 2 fils avec un autre partenaire, seul enfant issu d'une nouvelle relation. Il ne connaissait pas son père. Sa mère lui avait dit que son père était tombé malade lorsqu'il avait 3 mois, mais elle ne savait pas comment il était mort. Il m'a dit que sa mère n'avait pas pu s'occuper de lui parce qu'elle avait engagé une nouvelle relation avec un autre partenaire dont elle avait eu une fille, la plus jeune, qui s'est suicidée 1 an avant l'hospitalisation de Juan Carlos. Il se souvenait d'avoir rencontré sa mère à l'âge de 7 ans. Il a d'abord été élevé par sa grand-mère paternelle, puis par son grand-père maternel. Ce dernier a joué un rôle très important dans son histoire et il en gardait un souvenir ému. Il gardait aussi avec affection la carte d'identité de son père et, je le cite, « Je le vois et je me dis c'est mon papa ». Lors d'une consultation, Juan Carlos a déclaré en parlant de sa mère, je le cite, « Elle, pour me faire du bien, m'a peut-être fait du mal. » Il s'est expliqué en disant qu'elle lui a peut-être fait du mal parce qu'elle l'a envoyée à la campagne, loin de la civilisation et des opportunités, où, comme il a dit, « Ce que tu veux, tu ne peux pas l'avoir. » Il a également pu dire « Je n'ai pas vu ma mère pendant 7 ans, c'est peut-être trop longtemps, elle ne m'a pas élevée. » Ah, si elle m'avait élevée. Il a ajouté immédiatement que ce qu'il venait de me dire, il l'avait dit récemment à sa mère, mais qu'il ne le redirait plus. Après avoir verbalisé cela, il a soutenu avec insistance « Mais je n'ai pas de ressentiment, non. La mère, c'est la mère. » Le suicide de sa jeune sœur à l'étranger, avec laquelle il entretenait de bonnes relations, l'a beaucoup affecté. Pour lui, ce suicide recelait quelque chose d'incompréhensible et d'énigmatique. Sa sœur avait laissé ses 2 enfants à la charge de sa mère, et depuis la mort de sa sœur, Juan Carlos aidait financièrement ses 2 neveux. Par ailleurs, un jour,
lors d'une consultation avec moi, il m'a raconté qu'il avait reçu son salaire et qu'il était allé avec un ami au festival de musique Petronio Alvarez et qu'en sortant, 2 hommes l'ont agressé en lui collant un revolver sur l'abdomen et lui ont volé son salaire. Ce vol coïncidait avec l'anniversaire de la mort de sa sœur. Cette coïncidence l'avait angoissé profondément et il a établi un lien entre le moment de la mort de sa sœur et l'agression qu'il a subie. Dans les 2 situations, il s'est d'abord senti heureux, puis une tragédie s'est produite. Juan Carlos a déclaré qu'il s'était senti très bien pendant le concert, ajoutant qu'il n'était jamais venu à ce festival et qu'il avait beaucoup apprécié. La possibilité d'éprouver du plaisir à vivre, mise à mal à plusieurs reprises par des conflits familiaux et sociaux, a engendré un sentiment de culpabilité face à une jouissance qui se retournait en déplaisir. La mort semblait omniprésente dans son environnement, provoquant la désintrication de la pulsion de mort et de la pulsion de vie. Je le cite, « Cette année, il y a eu beaucoup de morts. » Il m'a dit. Le suicide de sa sœur, les maladies d'une cousine et d'une tante, les accidents de ses 2 collègues de travail, l'assassinat d'un ami proche. Ces décès l'ont fait réfléchir, je le cite, « La vie ne vaut rien, je ne m'aime même pas. » Et pour finir, dans 5 minutes, ces fondements sociaux et familiaux fragiles ont exacerbé un rapport à l'autre et à soi marqué par la violence réelle, faisant l'élite d'une hostilité psychique. Cette relation hostile et persécutrice n'avait pas pu assurer les premières bases fondamentales de la construction d'un autre suffisamment protecteur et fiable, régi par la loi. Mais la déception et la destructivité de Juan Carlos étaient proportionnelles à ses idéaux. Et je reviens par là à la question de l'idéalisation. Il disait « Je suis un sportif frustré ». Il aimait l'athlétisme et il a pratiqué l'athlétisme jusqu'à l'âge de 40 ans. Il a même participé à des compétitions dans une autre ville et a remporté des médailles. Mais, je le cite, « J'ai été découverte tardivement » et ça résonnait en moi. Je pense que si j'avais été découverte plus tôt, j'aurais pu être quelqu'un. Il n'était donc personne. Et si l'on peut entrevoir ici l'amertume qui nourrit son fantasme d'un autre idéal, et si tout être humain doit faire face à l'inévitable frustration de la vie sociale, il faut reconnaître que Juan Carlos aurait peut-être pu être quelqu'un, se sentir exister en tant que sujet, s'il avait pu être davantage être reconnu dès le départ, par l'autre et après. D'un point de vue clinique, la dépression et la mélancolie se caractérisent par une application du projet de mort à un objet interne. Une mort lente de désolation et d'inanition ou d'intoxication dans la dépression, ou une mort violente dans la mélancolie. Dans la dépression, l'inhibition se présente comme un rester en vie endormi et se laisser mourir peu à peu, avec un sentiment de culpabilité qui reste très latent, inconscient. Dans la mélancolie, la pulsion de mort est davantage déliée avec un sentiment de culpabilité féroce et consciente attaquant les sujets qui s'identifient avec le ou avec la mort. Pour finir, dernière diapositive. Pourtant, il est difficile de se contenter d'analyser la mélancolie de cet homme uniquement en termes de malaise individuel. Qu'est-ce qui est mis à mort chez les sujets et le lien social depuis des décennies dans un pays comme la Colombie? Ce n'est pas seulement... c'est la place même de l'autre qui est érodée et détruite en tant que garant des fonctions maternelles et paternelles, souvent même les plus primaires, nourricières et de soutien, qui permettent à l'être humain l'expérience fondatrice de la satisfaction et de l'illusion de toute puissance, permettant ensuite de tolérer les déceptions de la réalité. C'est la possibilité de croire en l'autre, donc en soi, qui est mise à mal.
L'iniquité et la violence n'engendrent pas seulement la faim, le chômage, la mort physique. Un autre effet dévastateur est de soumettre les individus à des situations qui les empêchent de représenter et de rendre effective la fonction de l'autre, ou alors seulement de manière insuffisante ou perverse. Il ne s'agit pas de proposer une explication causale, uniquement sociale, de la souffrance psychique, qui n'est pas l'apanage des pauvres, mais d'indiquer un nœud complexe de relations et d'insister sur les effets psychiquement délétères d'un contexte social et politique qui accentue la précarité et les conflits. Et contexte dans lequel d'autres, pères, mères, grands-parents, employeurs, collègues de travail, peuvent difficilement représenter et exercer les fonctions de l'autre, nourrir, nommer, reconnaître et donner consistance au sujet. Toutes ces figures multiples qui exercent les fonctions de l'autre contribuent à sa consistance et à son efficacité symbolique, permettant au sujet diverses possibilités d'identification. Ainsi, les lignes de fracture des individus révèlent les défaillances du lien social et du politique. Merci.